Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Fouad Haïdar. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes député bruxellois, SPA, le Parti socialiste flamand. Vous êtes aussi vice-président du Parlement bruxellois. Tout d'abord, une question sur cette sortie d'une députée fédérale, la NVA, qui a dit qu'il fallait absolument revoir les termes de l'accord Belliris parce que la région bruxelloise profiterait de l'argent fédéral pour financer ce qu'elle ne peut pas financer elle-même, par exemple du logement ou des écoles ou d'autres choses. Est-ce que ça vous fait peur, ce genre de sortie de la NVA contre Bruxelles? Mais je crois que les attaques de la NVA, on a l'habitude aujourd'hui, si ce n'est pas individuel, c'est en groupe. Je pense que ces gens-là n'aiment pas Bruxelles. Et dès qu'effectivement Bruxelles veut prendre des initiatives pour améliorer le quotidien des Bruxellois et de tous ceux qui profitent de Bruxelles, c'est-à-dire que tous ces Flamands qui viennent travailler à Bruxelles ou tous ces Wallons qui viennent travailler, et notamment la grosse partie viennent de Flandre, effectivement, il y aura toujours des critiques. Et je pense que ça ne changera pas. Vous pouvez revenir, on va faire cette émission en 10 ans. Si la NVA est toujours au pouvoir, vous verrez qu'ils auront toujours quelque chose à dire sur Bruxelles. Ils n'aiment pas Bruxelles. Et je pense que les critiques qu'ils sont ne sont pas individuelles, sont des critiques qui sont contrôlées et qui sont régulières, justement, chaque fois pour stigmatiser la politique qui est menée à Bruxelles ou ce qu'on veut mener à Bruxelles. Donc je pense que la NVA, moi je ne les calcule pas ici. Je pense que pour l'intérêt des Bruxellois, c'est nous de regarder ce qu'on veut faire. Mais dire qu'on va négocier l'accord Belliris, j'espère effectivement que les francophones qui sont aussi aujourd'hui, puisque les Flamands ne veulent pas défendre Bruxelles d'après certains sondages, qu'on espère que le MR va faire son travail. Ils sont dans le gouvernement fédéral, qu'ils prennent leurs responsabilités. Le Premier ministre, je pense que c'est encore un bon francophone bien chez nous, quoi. Donc vous comptez sur le MR pour défendre Bruxelles. Mais à propos justement de Bruxelles et du logement, vous avez attaqué fortement la ministre du Logement sur les moyens et la politique budgétaire concernant le logement. Vous dites qu'elle n'a pas les moyens de sa politique, qu'elle a créé une espèce d'énorme salle d'attente à cause des logements sociaux. C'est quoi cette expression de salle d'attente? Écoutez, il y a des gens qui viennent nous voir, qui nous disent ça fait 7 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans qu'ils attendent pour avoir ou obtenir une espèce de logement social. Une espèce de logement social, on ne demande pas quelque chose de qualité, juste quelque chose qui soit payable, qui soit correct pour pouvoir loger les Bruxellois. Et donc effectivement, je lui ai dit en commission que le plan logement, qui date depuis 2004, est une salle d'attente interminable. Les Bruxellois attendent, attendent et encore attendent. Et les gens ne peuvent plus continuer. L'article 23 est très clair de la Constitution, chacun a droit à avoir un logement décent. Mais aussi qui doit être finançable par ces genres de gens. Vous savez, aujourd'hui, les gens payent 60, 70, jusqu'à 80% quand ils payent l'électricité et le chauffage de leur budget total mensuel. Et vous savez, les nouveaux riches, ce n'est pas spécialement celui qui a 1200, 1300 euros. Ça veut dire qu'on parle aujourd'hui de gens qui travaillent, qui sont caissiers au GB, qui n'arrivent plus à s'en sortir. Et donc aujourd'hui, Madame Frémaux a des ambitions. Effectivement, il y a des plans. Et ça fait depuis 2004, ça veut dire Hutchinson, et puis Mme Dupuis, puis Doulkeredis. Et ça fait maintenant la 4e législation, et c'est toujours le même son qui revient. On arrive, nous avons des plans, mais les gens ne peuvent pas habiter dans des plans. Les gens ne peuvent pas habiter dans des dessins. Les gens veulent habiter dans des logements. Et malheureusement, ça ne va pas assez vite. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, on nous parle qu'on va clôturer le plan logement de Mme Dupuis de 2004. C'est-à-dire que les 6500 logements, quand ils seront réalisés en 2019, ce ne sont que les plans qui ont été lancés par Mme Dupuis en 2004. Donc il faut 15 ans pour faire du logement. C'est une catastrophe à Bruxelles. Et donc je pense qu'il y en a marre. Et c'est pas parce que je suis dans la majorité que je vais peser mes mots. Je sais clair, aujourd'hui, on a été élus par des Bruxellois parce qu'ils ont des demandes bien spécifiques. Et le logement, et je pense qu'après le problème du chômage à Bruxelles, est une des grandes priorités de l'argent Bruxelles Capitale. Et je pense que le logement, on doit se concerter. Et ce n'est pas que les finances. Aujourd'hui, les moyens financiers sont là. Alors qui traîne des pieds? Mais vous savez, rien que pour les permis d'urbanisme, les appels à l'offre. Donc je veux dire, quand on voit les marchés publics, ça dure beaucoup trop longtemps. Quand on sait que par rapport au monument ici, par exemple, on sait qu'il y a entre 200 et 300 logements qui ont été bloqués, par exemple, dans des communes, par exemple, comme Waterman, comme Waterman, Watford, quand on voit que c'est des logements qui sont bloqués juste parce qu'on a un problème de discussion avec les monuments des sites, qu'il y a des logements qui ont été fermés pendant 10 ans. Qu'on sait qu'il y a entre 15 000 et 30 000 logements inoccupés à Bruxelles. Qu'on sait que dans les logements sociaux, il y a plus de 3 000 logements qui sont inoccupés depuis plus de 4 ans. Et pourquoi? Parce qu'apparemment, nous n'avons pas les moyens de pouvoir rénover tous les logements en même temps. Mais comment ça se fait? Le bâtiment, il n'y a pas des secteurs de bâtiment, et tout le monde se plaint, et en même temps, on nous dit qu'il n'y a pas assez de chantiers, et d'autre côté, on a des chantiers, mais qu'on ne trouve pas, soi-disant, des employés. Moi, je ne comprends pas. Tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, que ce soit Dupuis, que ce soit Doulkeredis, que ce soit Mme Frémaux aujourd'hui, j'ai l'impression que ce plan logement reste au niveau du plan, et que c'est une salle d'attente interminable. Les Bruxellois n'accepteront plus ce genre d'initiative. Il y a quand même un ministre SPA, socialiste flamand, qui lui s'occupe d'un dossier qui est la mobilité, et on ne peut pas dire que la mobilité avance non plus à Bruxelles. On a plein de problèmes. Là, pour l'instant, il est malade, il reviendra en janvier. On lui souhaite d'ailleurs un prompt rétablissement. Mais le rond-point Louise, par exemple, on a l'impression qu'il y a des choses qui ont l'air d'être ineptes et qui sont décidées au niveau de la mobilité à Bruxelles. Vous savez, je pense que chacun fait ce qu'il peut.
il y a des critiques, et vous savez très bien qu'à Bruxelles, malheureusement, le ministre bruxellois de la Mobilité ne décide pas tout seul. Nous avons, vous savez, 19 échevins de la mobilité. 19 échevins de la mobilité, on a un ministre de la mobilité, et chaque fois qu'il faut concerter avec les différentes communes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on veut changer le sens d'une rue, ou la mettre à double sens en entendant, pour dégager un petit peu les quartiers, on lui dit, ah non, 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 ne touchez pas parce que ça va remplir, les gens vont commencer à fuir sur la gauche ou sur la droite, et ça augmenterait effectivement le taux de véhicules dans certains quartiers, et ça poserait un problème au niveau des nuisances. Ok. C'est vrai que c'est plus compliqué, mais le plan taxi, par exemple, ça ne dépend que du ministre régional. Il pourrait lui-même le décider. Mais ça, c'est fait. Je pense que c'est une discussion qui doit être menée. On est en concertation, il y a plus de 80 réunions. Aujourd'hui, il y a des critiques qui sont faites. Moi, je vous dis, le ministre fait ce qu'il peut. Mais malheureusement, sur le terrain, on voit qu'il y a des soucis. Moi, je pense que Pascal Smet voudrait effectivement que ça aille beaucoup plus vite. Nous faisons des concertations. Mais les concertations ne fonctionnent pas à l'heure actuelle. Prendre des mesures qui n'ont pas été prises pendant des années et venir du jour au lendemain et essayer de changer les choses en tabarasa, ça ne fonctionne pas. Maintenant, il y a une chose qui est sûre, c'est que la mobilité est un dossier très épineux à Bruxelles. Ce n'est pas facile, il n'y a pas beaucoup de ministres qui veulent le prendre. On sait très bien qu'on a énormément de véhicules qui arrivent. Il faut prendre des mesures qui sont drastiques. Ça veut dire que si on devait faire des travaux, il faudrait pratiquement arrêter tout un tronçon pendant 1 mois ou 2, mais ça créerait un carreau beaucoup plus supplémentaire, beaucoup plus grand. Donc aujourd'hui, je pense qu'on essaie de limiter les dégâts, mais il ne faut pas que le ministre aussi reste entêté, c'est-à-dire que si on voit qu'au niveau du rond-point Louise, il y a vraiment un problème, il faut absolument que son administration réagisse immédiatement. Vous savez, la force d'un ministre, c'est de reconnaître effectivement qu'il y a parfois des erreurs ou que son administration a fait une erreur, et donc simplement de la corriger. Aujourd'hui, j'ai l'impression que certains ministres sont parfois têtus et tardent avant de reconnaître leurs erreurs. Et donc je pense que si effectivement on y va du sein du Pascal Smet, si effectivement il y a une erreur qui a été prise par rapport à son rond-point Louise, il devra le faire et il doit le mettre en place le plus rapidement possible en concertation avec les communes. Je pense que la tête dure, ça ne sert à rien. Je pense qu'on n'a pas de baguette magique, mais quand on a pris des mauvais choix, il faut savoir les reconnaître. Et c'est comme ça qu'on reconnaît un vrai ministre. Alors, vous êtes vice-président du Parlement bruxellois, je l'ai dit tout à l'heure. Certains, au sein du Parlement bruxellois, notamment les écolos, demandent la démission d'un autre vice-président, Armand de Decker. Ils disent qu'il ne peut pas représenter le Parlement bruxellois de manière valable et digne. Quelle est votre position là-dessus? D'abord, vous savez, monsieur, le Parlement bruxellois n'est pas un tribunal. Et ce n'est pas parce que Paul, Pierre, Eric, Jacques ou Mohamed écrit un article dans le journal où effectivement on pense qu'il y a une enquête qui est en cours qu'on va commencer à chaque fois faire le tribunal de ces personnes ou on va commencer à faire le procès de ces personnes dans notre Parlement. Je pense qu'aujourd'hui il y a des tribunaux dans ce pays, il y a une commission qui va être mise en place et jusqu'à preuve du contraire, il y a effectivement la présomption d'innocence que cette personne, pour moi, on n'est pas un tribunal, on n'a pas le droit de se décider là-dessus. Ce qu'on pourrait faire, c'est que ce poste est attribué au MR. Donc le MR a décidé ce qu'il veut faire. S'il estime effectivement que cette personne risque d'être condamnée, ou est condamnable, ou est dommageable pour l'image du MR, effectivement, il faudrait peut-être mettre un pas de côté. Mais jusqu'à preuve du contraire, nous ne sommes pas un tribunal. Nous avons passé à chaque fois que la presse, ou qu'on entend des rumeurs sur un politicien, et que c'est nous qu'on va comment faire sur son procès, et de retirer d'un poste et de l'enlever, mais à ce moment-là, on n'en finit pas. Je pense qu'aujourd'hui, on laisse les tribunaux faire leur travail, on laisse la commission d'enquête, Casagate, ou comment ça s'appelle, au Casagate qui va mettre son travail. À partir de là, à ce moment-là, le MR doit prendre ses conclusions. Mais nous ne pouvons pas obliger le MR de destituer monsieur. On peut faire une proposition, on peut en parler, mais jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas encore été condamné. Donc, j'arrête là. C'est très clair. Alors, vous aviez ému tout le monde lors des jeudis de l'hémicycle, c'était il y a à peine 3 semaines, je crois. Vous aviez raconté votre propre histoire d'enfant harcelé à l'école et aussi de celle de votre fille, qui était aussi harcelée aujourd'hui à l'école. Est-ce que ça veut dire que pour faire changer la politique, il faut raconter ce qui est arrivé à soi-même? Ça vous a poussé à faire de la politique, en fait, ce qui vous est arrivé? Vous savez, moi je suis rentré en politique pour corriger des injustices. Il y a des gens qui deviennent bourreaux, parce que parfois quand on est victime, on arrive adulte et parfois on fait pire. Et donc moi, Dieu merci, j'ai tout à fait le contraire, c'est qu'aujourd'hui, ça m'a poussé effectivement à un moment donné, réveiller des choses en moi. Mais il faut vous dire aussi, je vais être très honnête avec vous, ça a duré quand même des années avant que j'en parle. Puisque très peu de gens voyaient quelqu'un de costaud, on disait ah, Fouad Haïdar, on dirait un ours, il est costaud, il a peur de personne. C'est quelqu'un qui bouge, qui crie, qui gueule, il donne son opinion et tout. Mais au fond de soi, effectivement, moi j'ai passé effectivement des moments très difficiles parce que j'ai jamais osé dire à mes parents que je me faisais harceler à l'école. Ça a duré des années, jusqu'au jour où mon père un jour a su par hasard que je me faisais harceler. C'est là que j'ai vu que mon père était là pour me défendre. Mais jusqu'à la preuve du contraire, j'ai toujours cru que mon père n'aurait jamais accepté que je lui dise que je me faisais taper à l'école ou que je me faisais agresser par d'autres élèves et tout. J'avais l'impression que voilà, on n'avait pas le droit d'être un enfant, de dire qu'on avait mal, qu'on a peur et que voilà, on n'a pas envie de se battre. Ben voilà, c'était comme ça. Et donc aujourd'hui,
quand j'ai vu tous ces témoignages de cette petite fille de 13 ans, ce garçon de 15 ans, une autre fille de 12 ans qui s'est suicidée, notamment en Flandre, ça m'a fait un choc en disant mais qu'est-ce que c'est que ça? Je dis 20 ans plus tard, ces problèmes sont toujours là. 30 ans plus tard. Et donc en tant que parent, et je me dis mais c'est pas possible. J'ai dit comment est-ce possible qu'un enfant se dit à un moment donné que la seule solution pour moi, c'est de me suicider? Comment est-ce possible qu'une gamine de 12, 13, 14 ans, ça veut dire qu'aujourd'hui, moi j'ai le sentiment que j'ai moi-même 5 enfants, que j'ai mes enfants qui n'ont pas le sentiment que leur père ou leur mère est présent pour eux. Mais à quoi ça sert d'avoir des parents alors? À quoi ça sert pour un enfant de dire d'être père ou de mère? C'est parce que souvent on n'est pas au courant. Les parents ne sont pas au courant. Alors qu'est-ce qu'on doit mettre en place? Quelle dynamique on doit mettre en place? C'est ça la discussion qu'on a avec les Jeudis de l'Hémicycle. Et je remercie Mme Julie de Groot qui a organisé cet événement et qui est pour moi très très important, qui a prouvé effectivement avec le nombre de gens qui étaient dans la salle que c'est une problématique qui est là, mais malheureusement il n'y a pas cette priorité. J'espère que ça a secoué le cocotier et qu'aujourd'hui effectivement on mettra les moyens nécessaires pour effectivement dépister ces problèmes. Alors il y a le harcèlement à l'école, mais il y a aussi les simples agressions qui peuvent aussi être, qu'il faut aussi oser dire et oser, il faut oser s'en plaindre. C'est clair que vous savez, moi j'ai toujours pris des thèmes qui sont assez difficiles, c'est-à-dire la sécurité, la propreté, parce que ce sont des thèmes quand même principaux à Bruxelles et tout. Vous savez, quand on voit par exemple, moi j'ai une fois mon fils qui s'est fait agresser, et c'est pour ça que je parle de faits personnels, parce que je pense que c'est mieux, quand on parle, on montre aux gens qu'on est tous vulnérables en réalité, et qu'on n'a pas honte de parler. Il faut parler de ces problèmes-là et tout, mais quand je vois par exemple qu'à un moment donné, mon fils n'osait plus prendre le métro, ni le tram, ni le bus, parce qu'il s'était fait agresser, c'est terrible. Quand on voit des jeunes de 13, 14, 15 ans, 16 ans, qui, excusez-moi du temps, emmerdent leur monde dans le tram et dans le bus et dans le métro, devant les portes des écoles et tout, il faut que ça suffise. Nos enfants ont besoin d'être protégés. Ils ont besoin de voir que les adultes sont là pour eux. Et donc aujourd'hui, ces problèmes sont toujours d'actualité et tout. Je pense que la sécurité n'est pas le problème principal qu'on a à Bruxelles, mais c'est un problème parce que si nos enfants commencent à avoir peur de prendre le métro, peur de prendre le tram et peur d'aller à l'école parce qu'effectivement ils risquent de se faire agresser par d'autres enfants, c'est qu'on a vraiment un sérieux problème dans notre vivre ensemble à Bruxelles. Merci Fouad Haïdar. On se retrouve demain avec notre invité. D'ici là, bonne journée et bonne soirée.